Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage! Bien le bonsoir. Comme toujours, voyons tout d'abord ce qu'il se passe du côté des planètes. Nous avons toujours Jupiter et Saturne qui illuminent les débuts de soirée. Elles sont suivies de Mars qui vient de passer l'opposition, mais est toujours très brillante et bien visible la majeure partie de la nuit. Le 31 octobre, Uranus sera à l'opposition. À la limite de la visibilité à l'œil nu dans un ciel pur, tout instrument vous permettra d'observer cette petite bille bleu pâle. Finalement, au petit matin, nous trouvons Vénus qui se rapproche doucement du Soleil et Mercure qui arrive à son élongation maximale le 10 novembre. Comme toujours, on ne se méfiera jamais assez du Soleil qui suit ses planètes de peu et on est très prudent avec les instruments pour ne pas se faire surprendre par son lever. Niveau constellation, nous allons finir notre aventure dans le mythe d'Andromède avec tout d'abord son sauveteur, Persée. Myrphak, l'étoile principale de cette constellation, sera facilement identifiable en prolongeant le corps d'Andromède. De là, vous pourrez identifier le reste de la constellation avec le corps de Persée et son bras tenant la tête de Méduse dans la main. Alors le mythe de Persée, c'est un peu le foutoir, donc je vais faire court. Né de Danaé après que Zeus l'ait séduite en se changeant en pluie d'or, il est rejeté par Acrisios, le roi d'Argos et mari de Danaé. Et par rejeté, je veux dire qu'Acrisios enferma mère et fils dans un coffre et balança le tout à la mer. Ils furent sauvés par un pêcheur qui élèvera Persée comme son fils. Devenu jeune adulte, Persée se mettra lui-même dans la mouise en fanfaronnant et promettant la tête de Méduse au roi local Polydecte, qui accessoirement est aussi son oncle adoptif. Pour accomplir sa tâche, Persée récupère le casque d'Hadès qui le rend invisible, des sandales ailées pour pouvoir voler et aller au lieu de résidence des Gorgones, et une besace pour contenir la tête de Méduse. Le comment il récupère ces différents items varie pas mal selon les versions, donc je vais passer dessus. Arrivé sur place, Persée profite du sommeil des Gorgones pour trancher la tête de Méduse et s'enfuir aussi vite qu'il était arrivé avant que les deux sœurs de Méduse ne puissent réagir. Son retour ne se fait pas exactement sans embûche et c'est comme ça qu'il finit par croiser la route d'Andromède. Il utilise la tête de Méduse pour pétrifier le monstre marin Cétus et ainsi sauver celle qui deviendra sa femme. Quelques pétrifications plus tard sur le chemin du retour et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, jusqu'à 7 selon les traditions. Bon, en vrai, Persée aura une vie assez riche en aventures, mais finalement, Zeus honorera son fils en le plaçant dans le ciel, non loin de sa femme Andromède. Quasiment à mi-chemin entre Myrphak et Andromède, nous allons trouver M34, l'amas spirale. Cet amas ouvert se situe à quelques 1500 années-lumière de nous et est visible à l'œil nu dans un ciel pur. Donc tout instrument fera parfaitement l'affaire pour admirer ce regroupement d'étoiles. Par contre, il fait globalement la taille de la pleine lune, un faible grossissement sera donc préférable pour pouvoir en profiter. Ensuite, en redescendant vers la jambe de Persée, nous allons trouver NGC 1499, la nébuleuse de Californie. Cette nébuleuse en émission se situe elle aussi à quelques 1500 années-lumière de nous, mais elle couvre 70 années-lumière dans sa longueur. Dans notre ciel, elle apparaît donc couvrant près de 2,5 degrés. Très peu lumineuse, elle sera compliquée à observer, en revanche, c'est une cible de choix pour les photographes. En remontant au-dessus de la tête de Persée, nous allons trouver NGC 884 et NGC 869 qui forment le double amas de Persée. Ces deux amas d'étoiles se sont vraisemblablement formés à partir du même nuage de gaz. Chacun faisant quelques 1000 années-lumière de diamètre, ils sont séparés d'environ 2000 années-lumière l'un de l'autre. Visible à l'œil nu sans trop de problèmes, c'est évidemment aux instruments que ces deux amas prendront tout leur intérêt. Finalement, en continuant à remonter, parallèle à la branche du W, nous allons trouver M76, la nébuleuse de la Petite Altère. Ce cadavre stellaire est très probablement similaire à la nébuleuse de la Lyre, mais vue du côté. Malheureusement tout aussi peu lumineuse que cette dernière, M76 sera plutôt réservée aux bons télescopes et aux meilleures lunettes. En suivant globalement la direction indiquée par le bras de Persée, nous allons traverser la petite constellation du Bélier et arriver sur la tête de la constellation de la Baleine. Baleine qui est aussi connue sous le nom de Cétus, le monstre marin.
Lui aussi a été placé dans le ciel par Zeus, qui manifestement ne manquait pas d'humour vu qu'il l'a placé non loin d'Andromède et de Persée. Nous allons tout d'abord regarder au milieu du cou de la baleine pour trouver Mira. Vous ne verrez rien de particulier si vous observez cette étoile aux instruments, mais si vous disposez d'un accès à un télescope ultraviolet, vous pourriez voir que cette étoile possède une queue de quelques 13 années-lumière de long, un peu à la façon d'une comète. Un peu plus haut sur le cou de la baleine, nous allons trouver la galaxie M77. Située à presque 35 millions d'années-lumière de nous et avec un diamètre d'environ 70 000 années-lumière, cette galaxie devrait être accessible à la plupart des lunettes et des télescopes. Pour la Lune, nous allons regarder tout au nord de la mer de la Tranquillité, presque au milieu de la séparation entre cette dernière et la mer de la Sérénité, pour trouver le cratère de Pline. Pas très grand, avec 41 km de diamètre, ce cratère comporte une crête bien acérée sur son pourtour, surplombant ses 4 km de profondeur. Le fond est assez irrégulier et le pic central peut ressembler à un petit volcan. Apollo 17 nous a d'ailleurs fait de magnifiques photos de ce cratère lors de l'approche de leur site d'atterrissage non loin. Le cratère sortira de la nuit au jour 5 et repassera le terminateur au jour 20. Comme toujours, les ombres portées ne seront que plus sympas à proximité du terminateur. Niveau événement, nous sommes plutôt gâtés cette lunaison. Tout d'abord, dans l'insignifiant, le 31 octobre, nous aurons une lune bleue. Ben ouais, c'est la seconde pleine lune du mois calendaire, donc c'est une lune bleue. Les superstitieux et mystiques de tout poil trouveront certainement quelques significations à ce non-événement. Ensuite, nous revenons à l'heure d'hiver en fin de mois. Ce qui rapidement ne changera plus grand-chose pour moi, veut dire pour vous 1 heure de moins à attendre avant de sortir les télescopes. Donc, dans la nuit du 24 au 25 octobre, n'oubliez pas de retarder vos montres à 3 heures, il sera 2 heures. 2 comètes récemment découvertes sont visibles dans notre ciel cette lunaison. Tout d'abord, une nouvelle Neowise, C2020 P1. Actuellement trop proche du Soleil, elle est non observable, mais elle va lentement s'en éloigner et à partir de fin octobre, elle devrait pouvoir être observée au petit matin, basse sur l'horizon est, se baladant entre la Vierge et le Bouvier. Attendue à magnitude 8.5 fin octobre, il faudra quand même s'armer d'une bonne lunette ou d'un télescope pour pouvoir la voir correctement. Nous avons aussi C2020 M3 Atlas qui est actuellement à magnitude 8.3 et gagne toujours en luminosité. Elle devrait rester autour de la magnitude 8 tout octobre et novembre, actuellement observable en seconde partie de nuit entre le Lièvre et Éridane. Elle va rapidement remonter pour aller traverser Orion et sera alors visible presque toute la nuit en fin de lunaison. Le 21 octobre, nous arrivons au maximum de l'essaim météoritique des Orionides. Bien qu'on n'en soit pas absolument certain, cet essaim semble être associé à la comète de Halley. La Lune n'en sera qu'à son premier quartier au moment du pic, donc pas trop de gêne de ce côté-là, mais de toute façon, elles sont d'ores et déjà visibles, je ne peux donc que vous encourager à sortir mettre le nez dehors. Finalement, autour des 5 et 12 novembre, nous aurons le maximum des Taurides du Sud et du Nord respectivement. Ces 2 essaims, associés à la comète de P. Encke, ne sont pas des plus actifs qui soient, mais ils ont l'avantage d'être riches en bolides. Ils sont d'ailleurs parfois surnommés à ce titre les Halloween Fireballs. Richesse en bolides qui par ailleurs est fort heureuse puisque la proximité de la pleine lune avec les Taurides du Sud ne va pas aider à voir les étoiles filantes les plus modestes. Bref, je ne peux que vous conseiller de bien vous couvrir et affronter le froid pour espérer voir un joli bolide traverser le ciel. Je remercie bien évidemment les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous voulez les rejoindre et avoir les épisodes en avance, les liens sont en description. Vous pouvez aussi me soutenir en vous protégeant et en protégeant les autres du coronavirus avec des masques imprimés d'Aurore. Évidemment, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce qui va bien, un com qui fait toujours plaisir et à faire tourner aux copains. Et puis évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine lune.